Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va revenir sur la violation répétée et de plus en plus grave de nos espaces aériens qui a abouti dans les dernières semaines à voir un missile low-cost Gerbera tomber sur un camp militaire d'entraînement en Lituanie, puis plus d'une vingtaine de drones qui sont entrés dans l'espace aérien polonais, et enfin les 3 chasseurs MiG-31 armés de missiles RR qui ont violé l'espace aérien de l'Estonie pendant 12 minutes cette semaine. On constate simplement que l'attitude russe est de plus en plus agressive et pour comprendre notre réponse face à ces actes, il faut aussi revenir en arrière et observer la réaction qu'ont adopté les différents pays face aux Russes dans les mêmes situations, avec dans certains cas une attitude ferme et dans d'autres une forme de laisser-aller qui nous met dans la situation actuelle. Je vous propose d'abord de faire un petit retour en arrière jusqu'à l'année 2013 qui pour moi est la date à partir de laquelle la Russie a commencé à tester nos limites. On a découvert en octobre dernier qu'à partir des documents fuités de l'armée russe, qu'en fait ils étaient en train de s'entraîner à réaliser des bombardements sur les pays d'Europe de l'Ouest avec leurs marines depuis la côte, depuis l'Atlantique, donc il n'y a pas besoin de survoler tous les pays de l'Est pour venir jusqu'à la France. Et c'est des entraînements qui ont commencé à partir de l'année 2013, y compris avec des vecteurs nucléaires. La même année, en 2013, ils ont aussi fait une action offensive contre la Suède, dans laquelle il y a 2 Tupolev 22 qui sont des bombardiers stratégiques encadrés par que 4 chasseurs qui sont mis dans une position de tir pour attaquer 2 bases aériennes au sud de Stockholm, ainsi que l'île de Gotland qui contrôle l'accès naval et aérien à la mer Baltique. Ils ont ensuite, ces 6 appareils, ils ont pénétré dans l'espace aérien de la Suède, et la Suède, qui évidemment dans sa doctrine aurait dû faire décoller des avions chasse, voire se défendre simplement, n'a absolument rien fait. Donc pour la Russie, évidemment, c'est un premier signe. Nous n'avons pas le courage ni les moyens d'essayer de les empêcher simplement de violer nos espaces aériens et de s'entraîner à tirer des bombes atomiques sur notre territoire. Donc, des discours, rien d'autre. Donc la Russie recommence. Il y a un Tupolev 134 qui rentre en Estonie la même année. Et là aussi, malgré une violation de son espace aérien, il n'y a aucune réaction. Et donc à partir de ce moment-là, la Russie va aller de plus en plus loin dans l'agressivité. En 2014, on a donc 2 Sukhoi 24 en Suède et 1 Ilyushin 20 en Estonie. Encore une fois, une attaque simulée contre la Suède avec 2 Sukhoi 24 et 4 Sukhoi 27. En 2015, c'est un Tupolev 22 qui rentre en Suède, et quand la Russie tente de recommencer avec un autre Tupolev 22 quelques mois plus tard, il est intercepté alors que l'avion adoptait un profil d'attaque juste avant son entrée dans l'espace aérien. Mais en 2015, sur un autre front, il commence à se passer des choses, puisque le 3 octobre, il y a un avion russe, un Sukhoi 30, qui va violer l'espace aérien de la Turquie. Et là, les Turcs, ils essaient de faire décoller leurs avions de chasse, mais pas assez rapidement pour l'intercepter, et ils vont dire, la prochaine fois que ça arrive, votre avion, on vous l'abat. Que font les Russes ? Ils réessayent un mois plus tard et le 24 novembre, un Sukhoi 24 est abattu par un F-16 turc. L'avion était rentré dans l'espace aérien depuis 8 secondes et donc il a été abattu au bout de 12 secondes, le temps que le missile arrive. Les Turcs ne déconnent pas. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Que les Turcs se font respecter. Quelle a été la conséquence pour la Turquie ? Zéro. Sauf que ils n'ont plus jamais eu de survol de leur espace aérien. Alors que du côté européen, ça continue, ça accélère même, puisque en 2016, il y a un Sukhoi 27 russe qui entre en Finlande, un autre en Estonie le même jour, puis encore des appareils de Biélorussie qui vont rentrer en Lituanie. En 2017, c'est 2 MiG-31 et un Antonov 26 qui rentrent en Finlande, ainsi qu'un Tupolev 154 en Finlande un petit peu plus tard, un Ilyushin 76 en Estonie et encore 2 chasseurs en Lituanie. En 2018, 3 violations par 4 avions différents sur l'Estonie, ainsi qu'une attaque simulée d'un radar norvégien par 11 avions russes, même si là ils ne sont pas rentrés dans l'espace aérien norvégien. En 2019, il y a encore un appareil russe qui rentre en Finlande. En 2020, il y a un Sukhoi 27 qui rentre au Danemark. En 2021, 2 Sukhoi 24 en Finlande ainsi que 2 Sukhoi 35 en Estonie. Donc on est sur une situation qui s'accroît et c'est avant la guerre de haute intensité. Ils ont commencé avant 2014, avant la première guerre de Crimée, et là ils ont accéléré évidemment avec l'invasion de l'Ukraine, puisqu'il y a plus de 50 cas de violations qui sont identifiés par les bases de données mondiales, et je ne parle que des violations, pas des interceptions, pas des fois où ils se rapprochent et on doit les intercepter, non, c'est réellement des violations délibérées des espaces aériens des pays de l'Europe et de l'OTAN. Ça va aller jusqu'à des pics de gravité. Par exemple, quand il y a un Sukhoi 27 qui va rentrer dans l'espace aérien de la Suède, avec, accrochez-vous, sous ses ailes, il y a potentiellement des bombes atomiques. Parce qu'à l'extérieur, on ne reconnaît pas, on ne fait pas la différence si c'était une bombe d'entraînement ou si c'est une bombe réelle, mais vous avez quand même la Suède qui est violée en 2022 par un avion qui a potentiellement des bombes atomiques sous les ailes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la gravité de cette situation, et on a fait en sorte de ne pas les voir. Mais dans tous les cas, l'intensité, le nombre, il ne fait qu'augmenter depuis les dernières semaines. Sauf évidemment en Turquie qui a mis un gros stop. Alors
À côté de la Turquie, d'ailleurs, on peut regarder un autre cas, c'est l'Azerbaïdjan. Quand l'Azerbaïdjan avait, par erreur, abattu un hélicoptère russe qui était au-dessus de l'Arménie, c'est-à-dire qu'ils avaient tapé sur un hélicoptère qui était de l'autre côté, un hélicoptère qui faisait soi-disant le maintien de la paix, et bien ils l'ont abattu. Ils se sont excusés, tout comme les Turcs se sont excusés, et ça s'est arrêté là. Et d'ailleurs, en 2023, quand l'Azerbaïdjan a envahi le Haut-Karabakh et une partie de l'Arménie, quelle a été la position des forces, des troupes russes qui étaient sur place et qui étaient chargées du maintien de la paix? Zéro. Ils se sont dégagés, ils ont eu des bombardements sur leurs sites militaires, ils ont juste rien dit, parce que quand ils sont face à une force qui affirme sa volonté, eh bien les Russes, ce sont eux qui reculent. Ça se voit en Turquie, ça se voit avec l'Azerbaïdjan. Et à l'inverse, j'ai envie de dire, les Russes se permettent de plus en plus de choses, même pas dans les espaces aériens russes. C'est-à-dire qu'évidemment, si tout appareil, drone, avion, chasseur, entrait illégalement dans l'espace aérien russe, il serait abattu en claquant des doigts et ce serait normal et ce serait légitime et il n'y aurait pas de guerre et on ne les attaquerait pas parce qu'ils ont simplement appliqué la loi locale. Alors qu'au contraire, les Russes, eux, ils vont toujours aller plus loin dans la provocation. Par exemple, en tirant des tirs de semonce contre des hélicoptères allemands qui se volent en mer Baltique. Ou alors avec un chasseur qui va tirer sur un RC-135 britannique qui se trouvait en mer Noire. Heureusement, le missile a dysfonctionné d'après les médias russes, mais vous imaginez qu'ils ont réellement envoyé un missile sur un avion habité qui n'est pas une menace puisqu'il n'a pas de missile, lui, sous les ailes. Ensuite, il y a évidemment les destructions volontaires de ces drones, on en avait beaucoup parlé, en rentrant en collision volontaire avec ce drone pour éviter de lui tirer dessus, mais néanmoins ils l'ont détruit. Ils ont voulu refaire la même chose contre un drone également de grande taille français au-dessus de la Méditerranée. On peut aussi parler de l'illumination radar de nos avions, par exemple cet Atlantique 2 qui se trouvait en Baltique, et là l'illumination radar, ça veut dire que c'est la dernière étape avant de tirer un missile. C'est comme si on met un point rouge d'un sniper sur le front. Le radar, il n'est plus en train de faire de la veille, il est accroché. On est accroché radar. C'est la dernière étape avant de se faire tirer dessus. Et comme ils ont déjà tiré sur un RC-135 en mer Noire, on ne sait pas s'ils vont nous tirer dessus ou pas. Et je ne parle même pas évidemment des très nombreuses procédures ultra dangereuses dans lesquelles ils frôlent des avions juste pour les impressionner. Mais dans tous les cas, ce sont des manœuvres qui sont dangereuses, que l'on évite, sauf les Russes qui essaient toujours de nous faire peur et de nous faire fuir. Si on résume, ils nous attaquent dans des endroits où l'on a le droit de se trouver. Ils abattraient évidemment tout aéronef qui rentrerait dans leur espace aérien et c'est normal. Et on est quand même dans une situation où c'est fou de penser que le seul pays qui se fait respecter, c'est l'Ukraine. Vous n'avez pas un avion russe qui s'approche à moins de 30 km de la frontière ukrainienne ou de la ligne de front. C'est-à-dire qu'on peut rentrer comme dans du beurre dans les espaces aériens de l'OTAN, mais pas dans l'espace aérien de l'Ukraine. Les 3 MiG-31 qui sont rentrés dans l'espace aérien estonien le 19 septembre, ils y sont restés pendant 12 minutes. Je vous rappelle que les Turcs, c'est au bout de 8 secondes qu'ils ont tiré et on a tous les moyens, même au sol, même sans faire décoller d'avions de chasse. On a des batteries de défense aérienne qui sont capables d'intercepter n'importe quel appareil qui passerait dans la Baltique. Et on parle de MiG-31 qui sont des chasseurs qui vont à Mach 3 si c'était nécessaire, c'est des intercepteurs qui avaient des missiles RR sous les ailes. C'est-à-dire que si on envoie un avion pour faire de la reconnaissance, potentiellement cet avion, il peut lui aussi être visé. Est-ce qu'ils vont nous tirer dessus comme ils l'ont fait par le passé? On parle de MiG-31 qui sont sans communication, sans transpondeur, sans plan de vol et face auxquels on ne réagit pas. Donc oui, évidemment, c'est très grave. En volume, c'était plus important en Pologne quand ils ont envoyé plus d'une vingtaine de drones. Mais les 20 drones en Pologne étaient non armés, contrairement à celui qui est tombé en Lituanie. Donc on est encore sur une autre échelle de gravité par la durée, par l'ampleur, par le volume et par l'armement qui est embarqué. Donc il faut arrêter de se chercher des excuses pour trouver des bonnes raisons pour ne pas agir. Il n'y a pas 50 réponses et les politiques doivent simplement avoir aujourd'hui un langage qui est clair et qui est ferme. La prochaine violation de nos espaces aériens par la Russie conduira à abattre tout appareil qui violait notre espace aérien légitimement. Tel que les Turcs ont prévenu, la fois suivante, ils ont agi. Il faut une doctrine d'engagement qui est claire. Il ne faut pas attendre qu'il y ait une prise de décision qui remonte jusqu'en Italie ou jusqu'à l'autre bout du monde ou aux États-Unis. Un ordre simple. Ils violent nos espaces aériens, ils sont illuminés et 50 secondes plus tard, s'ils n'ont pas fait demi-tour, on les abat. Ils le sauront. Ils ne peuvent pas nier qu'on les aura avertis, qu'on a été laxiste en les laissant aller si loin. Et je sais déjà quelle va être la réponse politique, ça va être de mettre plus de moyens. Mais vous pouvez avoir 50 chasseurs dans les pays de la Baltique, s'ils n'ont pas le droit de tirer, si leur seul rôle c'est de venir voir que les Russes sont là et constater ce qu'ils ont sous les ailes, évidemment ça n'a absolument aucun impact. Et donc tant qu'on se limitera à être indigné,
à faire des grandes phrases. Les Russes iront plus loin, tels qu'ils le font depuis le début et tels qu'ils montent en tension depuis maintenant 12 ans. Le problème, c'est qu'ils arrivent à faire croire qu'ils sont forts, qu'on n'est pas capable de se défendre, qu'on n'aurait peut-être pas les moyens de gagner une guerre aérienne contre la Russie, alors qu'on est infiniment plus fort. Militairement, entre les Rafales, les F-35, les Gripen, les Eurofighters, il n'y a aucun doute, on a une supériorité qui est écrasante sur l'aviation russe. Évidemment qu'ils ne rentreraient pas en confrontation puisqu'on les écrase. Ils ne sont même pas capables de prendre la domination sur l'espace aérien ukrainien. Et donc le problème, c'est que la prise de décision, elle est faite par des politiques. Et en gros, c'est une prise de risque. Mais la prise de risque, elle est perçue très différemment selon à qui vous en parlez. Dans un environnement militaire ou géopolitique, évidemment, la prise de risque, c'est un facteur qui peut aboutir à des succès. Donc on prend des risques et ça évite un statu quo qui fait que ça empire. Les politiques, eux, c'est le contraire. Ils sont formés et dans leur processus mental, il faut éviter le risque, ce qui implique des reculades permanentes. Et c'est pour ça que le seul homme politique qui dit exactement ce qu'il faut faire et qui s'aligne du coup sur tous les militaires à qui vous allez en parler dans les états-majors, sur les plateaux, partout, ils vous disent tous, il faut agir, il faut être ferme, il faut abattre les avions qui veulent nos espaces aériens. Et donc vous avez que le président tchèque, qui est l'ancien chef d'état-major de l'armée tchèque, qui est aligné sur ce langage, qui est celui de la fermeté, qui est le seul qui marchera. Donc il n'y aura pas de solution tant qu'il n'y aura pas une fermeté, tant qu'il n'y aura pas une doctrine claire que les Russes connaîtront avant de violer notre espace aérien une fois de plus. Ils iront peut-être au contact une fois de plus et ce sera la dernière parce qu'ils n'iront pas à l'escalade. Ils ont escaladé tellement haut, si on leur met un coup d'arrêt, ce sera là qu'on obtiendra une réduction de cette tension, une réduction de ces incursions et évidemment qu'on évitera d'autres escalades qui peuvent nous conduire à la guerre dans 3-4 ans, par exemple avec les pays baltes, tel que je vous l'ai déjà expliqué dans une vidéo précédente pour laquelle je vous remets le lien en commentaire de cette vidéo. Donc il faut du courage à l'échelon politique et qu'en gros la prise de conscience de cette gravité soit la même que chez les militaires dans tous les pays européens aujourd'hui. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Désolé pour le cadre, j'avais pas beaucoup de temps pour faire cette vidéo, un petit peu en l'air. J'espère qu'il n'y aura pas beaucoup d'illustrations non plus, vous m'en pardonnerez. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles analyses.